Comment intégrer les objets connectés dans une stratégie numérique? Je vous rappelle donc que pour en parler, nous avons 4 experts autour de la table et on va commencer avec vous Stéphane. Donc vous êtes CEO d'Objet News, Objet News qui est une filiale de Bouygues Telecom qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie numérique à l'aide des objets connectés. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le groupe Bouygues et Bouygues Telecom a considéré que l'Internet des objets était suffisamment révolutionnaire pour créer une filiale. Donc on a créé une entreprise dédiée à ce business. Et aujourd'hui, Objet News, on apporte plusieurs choses aux entreprises. Déjà, on apporte un réseau. Nous sommes en train de déployer sur l'ensemble du territoire français un réseau dédié aux objets connectés. Nous déployons aussi une plateforme IoT, une plateforme Internet of Things, qui va permettre de gérer l'ensemble des capteurs qui vont se connecter à ce réseau et après capter cette donnée et gérer la donnée qui sera récoltée par l'ensemble de ces capteurs. Donc c'est vraiment une entreprise, une start-up dans un grand groupe quelque part qui est dédiée à l'Internet des objets pour accompagner les entreprises et nos clients. Donc ça fait tout à fait sens en fait que ce soit une filiale d'un groupe télécom puisque ça repose essentiellement sur un réseau tout à fait. Sur l'ensemble du territoire français du coup. Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les infrastructures réseau de Bouygues Telecom et surtout sur les équipes réseau de Bouygues Telecom. Ça nous aide à déployer très vite. En ce moment, on déploie 100 antennes par semaine. Et ça nous aide à exploiter aussi ce réseau et récupérer les points hauts. On a beaucoup d'antennes, on a plus de 15 000 points hauts 4G en France et 3G. Donc aujourd'hui, on utilise ces points hauts pour faire notre réseau. Et notre réseau, on a choisi la technologie LoRa, qui sera cette technologie utilisée pour nos objets connectés. Et on en parlera dans un instant, mais juste avant, on va présenter donc votre voisin, Florian Sforza. Vous êtes CEO et fondateur de Abiway. Et alors, Abiway, ça propose un système de géolocalisation, c'est ça? Exactement. Abiway, c'est une société qui a été créée maintenant il y a 2 ans, et qui travaille aujourd'hui essentiellement aussi sur la technologie LoRa. Et on s'est spécialisé notamment sur les aspects de géolocalisation. On se rend compte aujourd'hui, quand on discute avec les opérateurs et avec d'autres partenaires, d'autres grandes entreprises, qu'un des besoins phares autour des objets connectés, c'est d'avoir l'information de localisation et de pouvoir monitorer le matériel et d'avoir aussi une information pour les personnes, savoir où est-ce qu'elles sont situées. Donc on peut dire que c'est le premier besoin aujourd'hui des objets connectés, c'est la géolocalisation. C'est le premier besoin identifié des entreprises. Je vais me tourner vers... Ce n'est pas le premier besoin, mais c'est un besoin important parce qu'aujourd'hui, la technologie des objets connectés permet de connecter des objets qui, avant, ça coûtait trop cher de suivre ces objets-là. Maintenant, on a une réduction de coûts, des capteurs, une réduction de coûts de la communication, ce qui nous permet de suivre des objets qu'on ne suivait pas avant. Et alors, comment est-ce qu'on fait justement pour géolocaliser ces objets alors? En fait, nous, on travaille donc avec différentes solutions qui vont permettre de localiser à la fois à l'extérieur des bâtiments, à la fois à l'intérieur des bâtiments. Et du coup, ça va permettre de pouvoir ensuite optimiser soit la gestion du matériel pour les entreprises, ou alors il y a des problématiques dont on a tous entendu parler, et qui sont des problématiques dans la santé, qui sont pour, par exemple, les personnes atteintes d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer, ou des problématiques pour les travailleurs isolés. Donc aujourd'hui, c'est des marchés qui sont gigantesques. Il y a peu de solutions qui permettent d'y répondre et c'est ce sur quoi travaille Abiway aujourd'hui avec des partenaires comme Objet News. Alors je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, on peut le montrer peut-être un petit peu plus haut, mais c'est un petit capteur en fait qu'on peut fixer absolument partout. Exactement. Et après, il y a différentes formes de capteurs en fonction des use cases. Et demain, ces capteurs seront même intégrés dans les objets directement. Mais oui, en effet, ça peut avoir cette forme-là en effet. Et alors justement, une fois qu'on la collecte cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait Jérémy et quand on fait appel donc du coup à Spinalcom? Alors on en fait pas mal de choses. La première chose qu'on fait nous, c'est que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un grand nombre de données très hétérogènes. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de modéliser. Voilà, typiquement, si on a des données qui viennent d'un chantier dans lequel on a connecté les appareils de chantier, nous ce qu'on peut faire, c'est représenter avec des partenaires une scène numérique de ce chantier, comme un jeu vidéo. Voilà. Et puis, toutes ces informations qui viennent des objets eux-mêmes, des appareils de chantier, à savoir est-ce qu'ils sont en marche, pas en marche, leur niveau de d'essence, de batterie, leur géolocalisation, on va le répliquer sur cette scène-là. Et cette scène-là, notre métier, nous, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces données transitent du monde réel vers cette scène virtuelle, qu'on puisse modéliser cette scène virtuelle, qu'on permette à des gens de développer des systèmes d'analyse, alors soit des dashboards pour visualiser ces données, voilà, soit même des systèmes d'analyse automatisés pour interpréter ces données automatiquement, pour pouvoir agir en retour, par exemple pour faire de la maintenance prédictive, pour faire de la sécurisation de site. Ils vont tester dans la plateforme virtuelle en fait ce qui pourrait se passer dans la réalité pour mieux s'adapter à la réalité. L'une des étapes d'un process, c'est typiquement d'abord de faire tout le processus de manière virtuelle avant de connecter les objets réels à la scène virtuelle. Et la particularité qu'on a chez Spinalcom, c'est qu'on ne fait pas ça en cloud, mais qu'on fait ça sur des micro-systèmes intelligents, c'est-à-dire qu'on va faire ça localement, et on va essayer de s'implanter, de distribuer
toute cette intelligence sur des éléments standards du réseau, des routeurs, des gateways, pour distribuer cette intelligence avant de la faire remonter au cloud. Et ça a 3 intérêts principaux. La réactivité, la sécurité, on peut filtrer l'ensemble des données quand on monte vers le cloud, ou bien agréger des données, et puis l'autonomie, on a des systèmes qui sont autonomes localement, et qui s'y perdent leur connexion, continuent à fonctionner, avant de renvoyer des données vers le cloud. Et enfin, Samuel, vous êtes directeur donc Smart Metering chez Suez. Le Smart Metering, qu'est-ce que c'est ? Alors le Smart Metering, c'est le fait de rendre les systèmes de mesure et notamment les compteurs, alors les compteurs d'eau beaucoup pour le groupe Suez, mais aussi on peut le faire avec les compteurs de gaz, les compteurs d'électricité, intelligents. Et être intelligent, c'est à la fois être connecté et aussi apporter des services supplémentaires. Donc grâce notamment au Smart Metering, on répond à 2 enjeux d'une entreprise, c'est-à-dire à la fois on fait mieux notre métier historique qui est celui de relever les compteurs d'eau et de facturer les clients, puisqu'on peut faire ça maintenant sur des index réels et de façon beaucoup plus régulière. Mais surtout, et c'est le plus important, grâce aux objets connectés et aux compteurs connectés, on apporte des nouveaux services et des services à valeur ajoutée supplémentaire à nos usagers. Typiquement, grâce à des compteurs intelligents, on peut détecter les fuites et prévenir l'usager qui d'ailleurs probablement une fuite dans son appartement et lui permettre d'intervenir donc avant soit qu'il y ait des dégâts des eaux, soit qu'il ait un impact sur sa facture significatif. Alors, de ce que j'entends, là, on va revenir en fait à l'origine de cette émission. On parle d'objets connectés, donc si j'ai bien compris, on ne parle pas du tout d'une montre qui va me donner en fait le nombre de pas que j'aurais fait dans la journée, mais réellement d'un objet connecté adapté à l'entreprise. Quelles sont les données ? Donc on a parlé de la géolocalisation. Quels sont les autres types de données que va récolter cet objet ? En fait, c'est pas que montre. En fait, aujourd'hui, vous avez des objets connectés qui, pour se connecter, vont utiliser soit le Bluetooth, soit votre téléphone, soit le Wi-Fi de votre box à la maison, ainsi de suite. Là, on parle d'objets connectés qui sont autonomes. Mais ça peut être une montre. C'est des objets qui... Donc ce qui change, en fait, c'est vraiment la technologie qui est derrière. La technologie qui est derrière, c'est un peu comme si vous aviez un téléphone qui se connecte à un réseau 4G, mais en fait, ce téléphone, vous n'avez pas besoin de le charger pendant 10 ans. La seule contrainte qu'il a, c'est plutôt que d'envoyer une vidéo et des photos, il va envoyer que des petites données. On est à 200 octets aujourd'hui. Mais ce téléphone, le fait qu'il soit tout petit, on en a un exemple ici, le fait qu'il soit tout petit et qu'il ait une durée de vie de 10 ans sans être rechargé, ça change le paradigme. Et c'est ça, cet Internet des objets. Et du coup, en fait, ça démocratise cette utilisation à beaucoup plus d'usages au quotidien. Puis ça multiplie, on va parler de 20 milliards à 200 milliards d'objets connectés. La vraie révolution, et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette révolution d'Internet des objets, elle est en train d'avancer, c'est le rapport à l'énergie. C'est exactement ça, c'est de pouvoir dire, aujourd'hui, je peux connecter des compteurs d'eau, je peux connecter des véhicules, je peux connecter des outils, sans me poser la question de devoir le recharger constamment. Et c'est une vraie problématique qui avait jusqu'à aujourd'hui et qui est en train de complètement tomber grâce à des technologies comme LoRa, notamment, sur lesquelles on travaille. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous, on s'est spécialisé sur la partie tracking, c'est qu'on s'est concentré sur cette problématique de consommation d'énergie en disant que c'est évidemment ça qui va permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour de nouveaux marchés. Donc si je comprends bien, en fait, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, mais simplement, on peut l'utiliser à grande échelle depuis tout récemment. Depuis combien de temps, du coup, à peu près ? Connecter, ça existe depuis longtemps. Technologie LoRa, elle n'existe pas depuis longtemps. Ces technologies sont des technologies récentes. Ce qui existe depuis longtemps, c'est que les objets connectés, ça existe depuis très longtemps. Je vous disais, en 1974, on avait déjà des premiers distributeurs d'argent qui étaient connectés. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à réduire en termes de taille, à faire des coûts très bas, des objets à moins de 5 euros, qui eux sont capables de connecter pendant 10 ans sur un réseau. Donc c'est vraiment le fait qu'on ait réduit et la consommation énergétique, et le prix, et la taille qui fait que ça change. Et alors, on parlait de... Alors, il y a une troisième rupture, je pense, parce que finalement, dans le groupe Suez, on fait des compteurs connectés depuis longtemps, alors depuis 2008, avec des technos un peu différentes qui sont issues d'une norme européenne, qui fonctionnent très bien aussi, mais je crois que le nouveau modèle, et qui permet de généraliser, hier, des industriels comme Suez, comme GRDF, comme ERDF, pouvaient déployer leur propre réseau pour les objets connectés, parce qu'on est des grands groupes, on a une taille critique. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme LoRa qui ont une approche opérateur, donc ils mettent à votre disposition un réseau préexistant, mutualisé, que du coup, vous pouvez bénéficier d'une couverture nationale, par exemple pour des objets qui bougent. Alors nous, nos compteurs d'eau ne bougent pas beaucoup, donc on peut mettre notre réseau au-dessus de nos compteurs et on fait ça bien. Quand vous avez un objet qui bouge et que vous voulez couvrir toute la France, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Et donc vous avez besoin d'opérateurs comme ObjNews. Et là, c'est un peu cette nouvelle rupture complémentaire à la rupture techno. Tout à fait. Il y a une rupture de business model supplémentaire qui est apportée, je pense, qui permet effectivement de généraliser et d'apporter une dynamique nouvelle aussi sur ces objets. Alors, pour les néophytes qui nous regardent, on parle d'objets connectés, on a parlé d'objets connectés avec le cloud, d'objets connectés avec LoRa. C'est quoi la différence entre les deux et c'est quoi cette fameuse technologie LoRa ? Alors, moi, je vais pas répondre sur le LoRa, cloud. mais sans parler de cloud, on parle de LoRa, on parle de
de connexion. De comment est-ce de quel réseau on met en place pour faire en sorte que la donnée soit transportée. Dans le cloud, on va plutôt parler d'analyse, de stockage de la donnée, faire des choses comme ça. Alors dans le cloud ou ailleurs, on va parler de gestion de la donnée. Donc on est sur 2 étapes différentes en fait. Il y a le capteur qui est sur le réseau LoRa et le cloud qui va permettre lui de stocker en fait les données qui ont été récoltées. Voilà, de les stocker, de les analyser, de calculer, de faire du calcul autour de ces données. Effectivement, il y a dans toutes les solutions, il y a 3 étages. Il y a l'objet et le capteur, le réseau de collecte et de transport de la donnée, et la couche d'analyse qu'on peut mettre dans le cloud, qu'on peut mettre, etc. Mais voilà, c'est les 3 couches qu'on retrouve dans tous les systèmes. De gestion d'intelligence métier, dans laquelle effectivement on parlait de la donnée, tant qu'elle n'est pas analysée, elle n'a pas de valeur, dans le cloud ou ailleurs, mais là on met l'intelligence métier pour extraire la valeur de la donnée. Et alors pour revenir, sans rentrer dans des détails trop techniques sur cette technologie LoRa, en fait c'est un système de communication à bas coût et à faible consommation d'énergie en fait. C'est une technologie qui permet de consommer très peu d'énergie, une technologie qui permet d'envoyer des messages et de recevoir des messages, donc c'est une technologie ce qu'on appelle bidirectionnelle. C'est une technologie, en fait LoRa maintenant c'est une alliance, il y a plus de 300 membres aujourd'hui. Et quand on parlait de national, aujourd'hui, nos clients ne se contentent plus de la France. Ils disent « je veux une couverture mondiale ». Donc nous, on a annoncé encore la semaine dernière un accord de roaming. On est en train les opérateurs du monde entier sont en train de faire des accords de roaming. Parce que demain, si vous voulez connecter par exemple une valise, vous avez perdu votre valise, vous volez à JFK. Effectivement, en dehors de la France. Il faut la retrouver en dehors de la France. Donc là, vous allez vous dire, le client, imaginez un constructeur de valises qui dit, moi demain, je veux proposer comme service à mes clients, on parlait de révolution digitale, je vais proposer, ou qu'il aille avec sa valise sera connectée pour la retrouver. Mais s'il part aux États-Unis, il a besoin de retrouver sa valise dans l'aéroport des États-Unis. Donc là, on pourra le retrouver. Donc c'est vraiment une alliance, c'est beaucoup d'opérateurs. L'intérêt d'avoir une alliance et d'avoir de nombreux acteurs, c'est une technologie qui va être une technologie de masse, avec beaucoup de gens. Il y a China Telecom, Tata Telecom, qui sont en train de produire de nombreux objets, ce qui fait qu'on va encore réduire le coût de ces objets. Et alors justement, quels sont les besoins pour les entreprises aujourd'hui lorsqu'ils vont vers les objets connectés? Quelle est la stratégie en fait qu'ils cherchent derrière? En fait, la plupart des entreprises, elles ont un besoin très simple en fait. La plupart des entreprises, elles arrivent avec un besoin. Moi, je veux savoir le taux de remplissage, par exemple, de mes poubelles, parce qu'en fonction du taux de remplissage, je vais optimiser la tournée de mes camions. Aujourd'hui, c'est un besoin extrêmement simple. Puis après, ils se disent, mais à partir de cette information, je vais pouvoir apporter de l'intelligence, je vais pouvoir demain rentrer la donnée du traffic Waze pour savoir optimiser en fonction du trafic, en fonction des bouchons, comment je vais aller sur la route. Un autre exemple, la bouteille de gaz. Aujourd'hui, on avait un client qui avait des bouteilles de gaz. Il nous disait, mon premier objet, c'est l'objet digital, c'est vraiment de savoir quel est le taux de remplissage de ma bouteille de gaz. Une fois que ma bouteille de gaz elle est bien remplie, je vais optimiser, je vais dire je vais vider là, je vais chercher là. Par contre, après, mais une fois que ma bouteille de gaz est connectée, je peux rendre un service à mon client. Je peux lui envoyer un SMS la veille de son barbecue pour lui dire « t'as plus de gaz ». D'un seul coup, il a une relation digitale avec son client, il découvre des choses. Donc en fait, d'un besoin initial, on va trouver de nouveaux besoins simplement parce qu'on a une technologie qui est prête et qui est disponible et qui peut s'adapter en conséquence. Alors, c'est ça, et ça va même plus loin que ça. Il y a le besoin initial et puis il y a la technologie comme en offre qui permet finalement de faire quoi? D'optimiser un processus existant. La première chose, c'est souvent optimiser un processus existant. Puis on se rend compte que pour optimiser ce processus, ce qu'on fait, c'est qu'on va systématiser, on va rendre objectif quelque chose qui ne l'était pas. Avant, on envoyait un expert sur le terrain qui revenait avec ce qu'il avait vu. Donc c'était son avis, il remplissait des tableaux Excel, il remplissait des choses, donc il y avait une grosse part de subjectif. Là, on a des capteurs qui vont en partie remplacer ce travail-là, pas tout bien sûr, parce que l'expert reste indispensable pour l'analyse, mais en gros, on a ces capteurs, ces objets connectés qui vont nous remonter de l'information qui est objective, qui est systématique, qui est temps réel, qui est beaucoup plus volumineuse. Et donc on va se retrouver avec des masses de données qui sont objectives, et donc ces masses de données objectives, concrètement, on va pouvoir faire des millions de choses avec. Dès qu'on regarde un petit peu, au lieu d'avoir un point, on a une courbe, on va pouvoir dire, tiens, là j'ai une fuite. Pourquoi? Parce que je vois que mon compteur d'eau, qui devait me renvoyer 0 la nuit parce qu'il ne se passe absolument rien, me renvoie systématiquement une petite valeur. Donc là, je vais pouvoir commencer à offrir un nouveau service qui est je peux vous alerter en cas de fuite. Alors ça, c'est vraiment le métier, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe également. On les a connectés pour une première donnée et finalement, en fait, au fur et à mesure, on adapte. C'est ça. Alors effectivement, dans le smart metering, un des premiers enjeux, c'est d'automatiser la facturation, sachant que les compteurs, c'est souvent compliqué à relever. Vous êtes obligé d'aller des fois
fois chez les gens, les déranger chez eux, les gens ne sont pas chez eux, donc vous leur demandez d'envoyer l'index par courrier, ce que les gens ne font pas forcément, etc. Donc le fait de pouvoir faire ça à distance, sans déranger les gens, ça vous permet de mieux faire votre métier et d'optimiser vos coûts, ça c'est vraiment la première étape. Mais derrière, évidemment, vous avez des opportunités. Donc effectivement, l'alerte fuite, on en a parlé, mieux connaître vos débits, mieux anticiper la consommation d'eau et équilibrer vos systèmes entre la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées. Donc derrière, vous avez effectivement tout ce processus itératif de découverte et d'apprentissage avec la donnée, où en fait vous partez d'un usage, et une fois que vous maîtrisez cet usage, vous voyez qu'en fait vous avez d'autres opportunités qui se créent, et comme ça une étape, quelque chose qui est très vertueux en fait, une fois qu'on engage la démarche, souvent sur un premier use case bien identifié, qui va justifier un petit peu d'engager un projet avec un espoir de ROI à peu près concret dès le départ. Florian, c'est un constat que vous faites également sur le cas précis de la géolocalisation ? Mais sur le cas de la géolocalisation, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on touche un grand nombre de marchés. Dans les exemples qu'on peut voir, on peut parler des stations de ski. Stations de ski, on peut se dire, les premiers besoins de stations de ski, ça va être par exemple un professeur qui, quand il perd ses élèves, au lieu de passer une demi-heure à faire attendre tout le monde, qu'il puisse savoir directement où est-ce qu'il est pour le récupérer. Ça peut être un premier besoin. Mais quand on pousse un petit peu et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe derrière, on se rend compte que, en fait, sur une station de ski, quand je veux travailler ma neige, 1 mètre cube de neige, ça me coûte 3 €. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'arrive à savoir par où passent les skieurs, par quelle piste exactement, quels sont les chemins qu'ils prennent, je vais pouvoir optimiser le passage des dameuses et je vais pouvoir avoir un ROI mais quasi immédiat. Et au-delà de ça, ce qu'on voyait tout à l'heure, ça me permet d'apporter d'autres services en parallèle. Donc on se retrouve avec une solution qui va permettre d'avoir un retour sur investissement pour un grand nombre d'acteurs. Et donc du coup de collecter de plus en plus de données, comment est-ce qu'ensuite on les analyse ces données ? Florian, déjà on collecte beaucoup de données, mais en même temps, comme on disait, c'est un réseau bas débit. Pour LoRa, c'est du bas débit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de données qui partent, mais pas en quantité. Pas en grande quantité. Mais à chaque fois, c'est vraiment des tout petits paquets qui sont envoyés. Et du coup, ça ne demande pas un stock de data très, très fort. Et alors, quand il s'agit de l'analyser ensuite et d'en faire quelque chose de cette donnée, de la comprendre tout simplement. Stock de data, ce qui est intéressant pour nous, en tout cas, c'est justement d'avoir plein de données hétérogènes. Si on a juste une donnée d'un capteur d'eau qui fuit, on peut peut-être faire quelque chose. Si on a en plus le capteur d'eau, il est géolocalisé, on sait où il se trouve, déjà c'est plus intéressant. Si en plus on a ça, c'est comme si quand un médecin fait un diagnostic sur le corps humain, il regarde pas uniquement la température, il regarde la température, il regarde la couleur de votre gorge, il regarde énormément de choses. Plus on a de données hétérogènes, plus le diagnostic va pouvoir être intéressant, précis, voilà. Et typiquement, c'est vrai que j'aime bien cette métaphore avec le jeu vidéo. Si vous avez cette scène là où vous représentez votre station de ski, mais en plus vous êtes capable de géolocaliser la personne, de savoir, ou bien un chantier, de géolocaliser l'outil, de savoir quel est son niveau d'essence, d'huile, etc., par qui il est utilisé, donc de le positionner à l'intérieur de cette chose-là, vous déjà, pour un opérateur, pour n'importe qui, ça permet de le comprendre. Ça permet de le comprendre parce que vous avez une représentation de ce qui se passe dans le monde réel qui est vraiment réaliste. Donc vous pouvez l'analyser. Mais derrière, puisque c'est devenu de la donnée, voilà, et toutes ces données, il y a énormément de personnes, on appelle ça des data scientists, qui savent faire des choses, qui peuvent en faire quelque chose, qui savent programmer des algorithmes, des applications qui vont pouvoir analyser ces données qui sont plus uniquement des données brutes, qui sont des données contextualisées. Voilà, c'est l'appareil qui se trouve à tel endroit, à côté de telle chose, etc. Et donc à partir de là, le potentiel est illimité et on a énormément de personnes, y compris en France d'ailleurs, de personnes qui sont compétentes pour aller vous développer des petits algorithmes, des petits systèmes d'analyse qui vont vraiment permettre non seulement d'analyser, mais pourquoi même d'agir en retour et de faire de la maintenance prédictive, mais d'automatiser la maintenance. Je voudrais réagir sur les stations de ski parce que non mais c'est marrant, c'est une illustration assez intéressante parce que justement nous aussi avec les compteurs d'eau, un autre service qu'on a développé pour les stations de ski, c'est de pouvoir leur permettre de connaître effectivement le taux d'occupation des appartements. Ça paraît bête grâce à un compteur d'eau. Voilà, en fait, un compteur d'eau qui consomme dans l'appartement, c'est un appartement qui est occupé, et donc immédiatement, on a une image, effectivement, du taux d'occupation de la station de ski que les offices de tourisme et ça ont finalement du mal à construire. Et je trouve que ça illustre aussi quelque chose en fait, vraiment assez typique des objets connectés et de la data, c'est l'opportunité de casser un peu les silos, les intégrations verticales, et d'intégrer des données qui viennent de différentes sources
d'apprendre aussi à travailler en mode ouvert, pas seulement, même pour des grandes entreprises comme Suez, en mode intégré, vertical, avec des startups en écosystème, pour créer plus de valeur. Je pense que quand on veut créer de la valeur dans ces projets objets connectés, il ne faut pas hésiter à aller chercher à l'extérieur de l'innovation, voilà, Mais du coup, à aller vers les startups. de communiquer de plus en plus et de communiquer une donnée qui vous intéresse pas directement, mais que vous êtes capable de récupérer à d'autres secteurs d'activité. Tout à fait. Qui pourraient en avoir besoin. Ce use case-là, si on n'avait pas discuté avec nos clients en station de ski, on ne l'aurait jamais trouvé tout seul. Voilà, donc pour comprendre les enjeux de vos clients, il y a vraiment cette idée de dialogue et de fertilisation croisée qui est très intéressante. Le traitement de la donnée, c'est plus un problème. Très franchement, on sait traiter des trillions d'events par jour et c'est pas un problème le traitement de la donnée. Même le stockage de la donnée, ça coûte plus très cher. Mais je pense que ce qui est important, on parle de révolution digitale et autres, c'est voir que déjà, avant même de traiter la donnée, on peut rendre beaucoup de services. Parce que, par exemple, vous êtes fabricant de chaudière, vous fabriquez une chaudière, vous n'aviez pas d'information avant. Vous vendiez une chaudière, vous l'installiez chez le client. Cette chaudière, vous n'aviez aucune information, juste de temps en temps, quand vous appelez, on vous commandait une pièce détachée. Demain, cette chaudière sera connectée. Donc, comme cette chaudière sera connectée, elle pourra vous donner des informations. Il y aura un suivi beaucoup plus long. Il y aura un suivi plus long, puis vous-même, en tant que fabricant de cette chaudière, vous aurez l'usage de la chaudière, le taux de rendement. Et là, d'un seul coup, vous allez pouvoir rendre un service à votre client. Vous pouvez pouvoir l'appeler, dire, votre rendement, il n'est pas terrible, on peut peut-être faire des économies, il faut peut-être agir parce que là, il y a un problème. Donc, rien déjà, sans traiter des milliards de données, on a un vrai service qu'on peut rendre à notre client. Nous, on avait un client qui avait fait un objet connecté qui était tout simple, c'était un écrou qui était connecté. Il devinait le serrage de l'écrou. C'est tout bête, mais d'un seul coup, quand vous avez un éclisse de rail, cet écrou vous informe qu'il est desserré. Et d'un seul coup, de rendre un objet connecté, ça rend n'importe quel objet intelligent. Alors après, on aura des informations de serrage, on va avoir plein d'informations, collecter sa donnée, ça va apporter de l'intelligence, mais la plupart du temps, on part d'un besoin simple, comme les deux que je vous ai donnés, et après, on se rend compte qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on est capable de traiter des milliards d'événements, on est capable de traiter ces données, d'apporter plus de valeur. Alors, si je reprends tous les exemples que vous avez donnés depuis le début, on a parlé de beaucoup de secteurs d'activité différents, ça veut dire que la révolution des objets connectés, en fait, ça peut s'adapter à n'importe quel secteur d'activité ? Ça touche, Oui, ça j'en touche vois aucun qui n'est absolument pas à tout. touché. Parce qu'on parle d'optimisation de process. L'optimisation de process. Ça concerne tous les secteurs Vous d'activité. pouvez le voir dans la santé, dans le manufacturing, dans le retail, Dans l'agriculture, dans l'agriculture. nous, typiquement, lancé à Bioway, je m'étais pas dit qu'il y avait un business à faire avec la localisation de moutons. Et donc chaque bouton a son petit, son petit objet connecté ? Très sincèrement, c'est vrai que... On parle d'une industrie. Quand on L'agriculture, discute, c'est vraiment une industrie. et quand on discute avec des bergers, parce que c'est quand même très basique, hein, mais quand on discute avec des bergers et qu'ils nous expliquent exactement quels sont les process qu'ils ont dans la journée, comment ça fonctionne, pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter, c'est eux qui nous disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment ça peut fonctionner. On se rend compte qu'ils sont obligés de les bouger le soir et le matin, alors que pour pouvoir les compter, ce genre de choses-là, qui pourraient, du coup, il n'y aurait même plus besoin de le faire. En effet, ça touche tous les secteurs d'activité. Et c'est d'où la révolution. Ça touche tout. Et l'une des grosses problématiques quand même qu'on voit, parce que l'objectif c'est comment les sociétés peuvent intégrer ça. Souvent, nous on tombe sur des sociétés qui ont déjà un métier préinstallé, qui n'ont pas de développeurs chez eux. Et aujourd'hui, c'est un peu la première question qu'on leur pose, à savoir, est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de vous renseigner sur ce sujet, développeur au sens quelqu'un qui est capable de savoir ce qu'on peut faire avec de la donnée. Et c'est un peu la première question, parce que souvent on tombe sur des sociétés qui, bien sûr, ont vu cette révolution de l'objet connecté, c'est partout, c'est dans tous les journaux, ils savent qu'ils doivent y aller. Par contre, mais il n'y a personne pour le porter en interne. Personne pour le porter, ou pour même expliquer à la direction, pour expliquer ce qu'on peut faire, même des choses assez basiques, ce qu'on peut faire avec et ce par quoi ils vont pouvoir commencer. Et donc la première chose, c'est avant tout d'aller pouvoir, en interne ou en externe, aller discuter avec des gens qui vont pouvoir expliquer même basiquement ce que ça va transformer, ou sans aller sur ce que ça va transformer, faire une micro-preuve de concept chez eux pour comprendre que ça va transformer beaucoup de choses. Voilà. Et donc, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est juste embaucher 1 ou 2 développeurs, ou allez vous renseigner auprès de conseillers, de consultants qui ont des développeurs, juste pour voir que c'est pas hors de votre portée, au contraire, c'est complètement dans votre domaine, oui. Tout le monde peut y aller, et que l'objectif pour vous, c'est l'optimisation de vos process, et derrière, l'ouverture de nouveaux services, l'ouverture de nouveaux marchés. Le fait de tout connecter, ça pose quand même une question, c'est une question de sécurité. Si demain, en fait, n'importe quel objet connecté envoie une information via un réseau, alors un réseau sécurisé, j'imagine, ça pose quand même de gros enjeux de sécurité pour les entreprises qui possèdent des données propres à leurs clients. Parce qu'effectivement, on parle de chaudières, de moutons ou de chauffe-eau électrique, de compteurs d'eau intelligents, mais on peut toujours trouver un moyen ensuite de le détourner de manière criminelle.
En fait, aujourd'hui, sur le réseau LoRa, on parlait du réseau LoRa. Aujourd'hui, nous, avec ObjectNews, on n'a pas de carte SIM dans ces objets. Mais on a ce qu'on appelle une clé. C'est-à-dire qu'à la fabrication d'objets, on va donner une clé qui va identifier l'objet de façon unique. C'est-à-dire que cet objet, on saura que c'est tel objet qui communique sur le réseau. Et cet objet va crypter la donnée. C'est un peu comme une enveloppe, je vais la cacheter. Et après, ça dépend du client. Le client nous dit, cette donnée, je veux que vous la traitez, je veux que vous la stockiez pour moi. Là, on va être capable d'ouvrir l'enveloppe et de stocker la donnée dans les serveurs sécurisés. Mais si le client nous dit « Attention, cette donnée elle est extrêmement sensible, donnez-moi l'enveloppe », et dans ce cas-là, nous, on n'aura même pas ouvert l'enveloppe, on n'aura même pas les clés pour l'ouvrir, et c'est lui qui fera donner. Donc là, on est très sensible sur le fait que la donnée... Alors quand c'est la position d'un mouton, je ne suis pas sûr que ce soit une donnée extrêmement sensible, mais il peut y avoir des données sensibles. Oui, c'est vrai, ils sont pas encore connectés. On aura des loups connectés qui vont chasser les moutons. Les solutions, en fait, elles sont bien sûr dans le cryptage, mais elles sont à énormément d'endroits. C'est vrai que quand on parle d'objets connectés, on pense mettre de l'intelligence dans l'objet ou dans le cloud. Et donc se dire, je connecte systématiquement mon objet directement au cloud. La réalité, c'est qu'on n'est pas obligé de le connecter directement au cloud. Donc, là, on arrive sur vraiment ce qu'on fait, à savoir ce qu'on appelle le edge ou le fog computing. À savoir que pour se connecter, l'objet ou la donnée va devoir passer par des éléments du réseau, des routeurs, des gateways. Et aujourd'hui, ces éléments standards du réseau deviennent programmables, deviennent intelligents. Et donc on va pouvoir mettre aussi, c'est ce qu'on appelle du secure by design, le fait de mettre des microsystèmes intelligents locaux qui vont pouvoir justement filtrer, garder les données sensibles locales, agréger des données localement et n'envoyer que des moyennes, typiquement. Donc en gros, on va avoir ces millions de microsystèmes intelligents, programmables et d'analyse locale qui vont pouvoir justement permettre aux entreprises de garder la maîtrise de leurs données, de sélectionner les données qu'elles vont garder en local de celles qu'elles vont envoyer. Voilà. Et après, les problématiques, c'est effectivement la sécurité, mais il y a aussi la bande passante. Vous construisez un réseau spécifique pour ça. Il y a pas mal de personnes qui utilisent des réseaux Internet pour ça. Avec 50 milliards d'objets connectés potentiels, il va falloir faire un peu attention à la bande passante. Et quand on regarde une maison connectée, peut-être qu'on n'a pas besoin d'envoyer toutes les informations de son lave-linge, de son... Voilà. Ça peut être traité localement. Le client final, il le reçoit comment, lui, le fait que ces objets qui n'étaient pas connectés hier deviennent de plus en plus connectés chez lui, directement? Samuel? Je crois que d'une façon générale, la question pour le client, c'est la même chose, c'est le service qu'on offre. Si on connecte ces objets sans lui offrir le service qui va avec, effectivement, cette crainte un peu d'un espionnage, etc., peut ressortir. Quand on a le service à valeur ajoutée qui va avec, les clients sont très demandeurs. Enfin, je veux dire, on a tous adopté massivement les smartphones, on est massivement utilisateurs de Google, etc., qui en plus sont des services gratuits qui, pour le coup, reposent vraiment sur l'exploitation de vos données. Je crois que quand on parle de sites d'opérateurs un peu industriels, on est déjà très sérieux sur effectivement le respect de l'anonymat, les règles CNIL, etc. Mais effectivement, notre expérience montre que le deal avec le client, c'est de lui offrir le service qui va avec, et à ce moment-là, il est très content d'adopter la technologie. Eh bien, merci messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions sur les objets connectés. C'est déjà fini, Virage Digital. Merci à vous. Merci bien. beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay donc sur Décideur TV, sur ZDNet, sur IT for Business, sur PC Expert et sur Silicon. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h, pour un nouveau numéro de Virage Digital, cette fois-ci sur le cloud européen. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.